Bonjour, dans une précédente vidéo, je vous ai montré comment on détermine le champ électrostatique créé par un fil infini et uniformément chargé par la méthode du calcul direct. Dans cette présente vidéo, on va pouvoir déterminer ces mêmes résultats, mais avec une autre méthode, celle des théorèmes de Gauss. Je vous rappelle qu'une telle méthode n'est applicable que lorsque la distribution de charge présente un haut niveau de symétrie et le fil infini uniformément chargé entre dans ce cadre. Cette vidéo est présentée sous forme d'un exercice corrigé dont l'énoncé est: l'espace physique assimilé au vide de permittivité ε0 est rapporté à un repère orthonormé direct muni d'une base cylindrique orthonormée directe UR, UFI, UZ. Tout point M est repéré par ses coordonnées RFI et Z. On considère un fil infiniment long confondu avec l'axe OZ. Ce fil est uniformément chargé avec une densité linéaire de charge lambda supposée positive. Première question. Par des considérations de symétrie, déterminer la direction du champ électrostatique E de M créé par cette distribution de charge et les variables d'espace dont il dépend. Deuxième question. En utilisant le théorème de Gauss sous sa forme intégrale, déterminer le champ E de M en tout point M de l'espace. Alors, je vais commencer par les variables dont dépend le champ dans le cas d'un fil infini et uniformément chargé et il est confondu avec l'axe OZ. Dans le système coordonné cylindrique et comme tout vecteur, le vecteur champ électrostatique va s'exprimer dans le cas le plus général sous cette forme. Donc, il va avoir trois composantes ER, EFI, EZ, et ces trois composantes peuvent, dans le cas le plus général, dépendre des trois variables RFI et Z. Maintenant, pour déterminer les variables dont dépend ce champ E, on va appliquer le principe de Curie. Que dit le principe de Curie? Lorsque certaines causes produisent certains effets, les éléments de symétrie des causes doivent se retrouver dans les effets produits. C'est-à-dire quoi ce principe? En effet, qu'est-ce qu'on a dans notre cas? On a une distribution de charge. Que va créer cette distribution de charge? Cette distribution de charge va créer un champ et un potentiel électrostatique. Donc, la distribution de charge va jouer le rôle des causes qui ont pour effet le champ et le potentiel électrostatique. Et le principe de Curie dit quoi? Dit lorsque certaines causes produisent certains effets, lorsque cette distribution de charge crée un champ et un potentiel électrostatique, donc les éléments de symétrie des causes doivent se retrouver dans les effets produits. Donc les effets produits doivent avoir au moins la symétrie qui est présente dans la cause. Pour mieux comprendre ce principe, on va pouvoir l'appliquer pour le cas de ce fil. Or, notre distribution de charge présente la symétrie de translation. En effet, si on prend un point P quelconque de l'espace et on effectue une translation, on trouve un point P' et on remarque que si P n'est pas chargé ou bien n'est entouré d'aucune charge, le point ici P' n'est entouré d'aucune charge. Si la densité de charge au point P ici vaut lambda, la densité de charge au point P' vaut aussi lambda. Donc, pour toute translation parallèle à l'axe des Z, la distribution de charge reste invariante. Ceci veut dire que notre distribution de charge ne dépend pas de la variable Z et par conséquent, les effets, le champ ou bien le potentiel électrostatique, mais dans notre cas, on cherche uniquement les variables dont dépend le champ, ne doit pas dépendre de la variable Z. D'autre part, notre même distribution de charge présente une symétrie de révolution. En effet, notre distribution de charge reste aussi invariante pour toute rotation d'un angle phi autour de l'axe Z. C'est-à-dire, si on prend un point P quelconque de l'espace et on effectue une rotation autour de l'axe Z d'un angle phi, on trouve un point P'. Si aucune charge n'est présente au point P, on trouve aucune charge. Pour mieux comprendre ce que j'ai représenté ici, je vais représenter la vue dessus.
Alors pour tout point P quelconque de l'espace, on effectue une rotation d'un angle phi quelconque autour de l'axe des Z, on trouve un point P' et on remarque que si au point P on n'a aucune charge, au point P' on n'a aucune charge. Si maintenant le point P appartient à la distribution de charge et on effectue une rotation, le point P' va être confondu avec P et les densités de charge au point P et P' sont identiques. Lambda de P égale lambda au point P'. Comme notre distribution de charge ne dépend pas de l'angle phi, le champ électrostatique ne doit pas dépendre de l'angle phi. On a maintenant un champ électrostatique qui ne dépend pas de Z, d'après ce qu'on a fait avant, et un champ électrostatique qui ne dépend pas de phi. Par conséquent, notre champ électrostatique dépend de la seule variable R. Passons maintenant à déterminer la direction par laquelle est porté le champ électrostatique. Pour ceci, on va chercher si on a des plans de symétrie paire ou impaire pour cette distribution de charge. En effet, on sait très bien si on a un plan de symétrie paire pour une distribution de charge et on veut chercher le champ électrostatique en un point de ce plan, alors ce champ va être nécessairement contenu dans ce plan. Et si on a un plan de symétrie impaire pour une distribution de charge et on veut chercher le champ électrostatique en un point de ce plan, alors ce champ va être nécessairement perpendiculaire à ce plan. La forme la plus générale des champs électrostatiques est celle-là, c'est-à-dire quoi la forme la plus générale, c'est-à-dire si notre distribution de charge ne présente aucune symétrie et si on n'a aucun plan de symétrie ou bien d'antisymétrie pour notre distribution de charge. Donc le champ électrostatique va avoir trois composantes, une parallèle à UR, une parallèle à UFI et une parallèle à UZ. Donc, dans le cas le plus général, le champ électrostatique va avoir trois composantes ER, EFI et EZ. Pour notre cas, pour notre distribution de charge, remarquez que pour tout point M de l'espace, le plan MUR-UZ, c'est-à-dire ce plan, le plan qui contient notre distribution de charge ou qui passe par le fil uniformément chargé. Ce plan est bien un plan de symétrie paire pour la distribution de charge. Ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que le champ électrostatique va être contenu ou bien appartient nécessairement à ce plan. Donc, quel que soit le point M de l'espace, le champ E de M appartient au plan MUR-UZ. Ceci veut dire que la composante qui est perpendiculaire à ce plan va être nulle. Donc, le champ électrostatique n'a pas une composante parallèle à UFI. D'autre part, pour tout point M quelconque de l'espace, nous remarquons que le plan MUR-UFI, c'est-à-dire ce plan, le plan qui est perpendiculaire à l'axe d'IZ. Ce plan aussi est un plan de symétrie paire pour notre distribution de charge. Ceci veut dire que le champ électrostatique pour tout point M de l'espace doit aussi appartenir à ce plan, au plan MUR-UFI. Ceci veut dire que la composante du champ électrostatique perpendiculaire à ce plan doit être nulle, ou bien le champ électrostatique n'a pas de composante perpendiculaire à ce plan. Donc EZ égale à 0 et par conséquent, le champ électrostatique va être nécessairement porté par UR. Conclusion, on a trouvé que le champ électrostatique n'a pas de composante parallèle à UZ, n'a pas de composante parallèle à FI, et le champ électrostatique ne dépend pas de phi, ne dépend pas de Z. Conclusion finale, le champ électrostatique est porté par UR et ne dépend que de la variable R. Puisqu'il a une seule composante, inutile de noter E de R, on va noter E. Après avoir fait l'étude de symétrie, on va pouvoir maintenant appliquer le théorème de Gauss qui dit la chose suivante. Le flux de E ds le long d'une surface fermée que j'ai notée ici gamma égale la somme des charges intérieures à cette surface fermée sur epsilon 0. Maintenant, il nous faut un choix judicieux pour cette surface fermée. Comme le champ électrostatique ne dépend que de R et il est porté par U de R, alors la surface gamma fermée adéquate ne doit être qu'un cylindre fermé d'axe OZ de rayon R et de hauteur H.
pour mieux comprendre comment choisir une surface adéquate dans le cas de l'application du théorème de Gauss, vous pouvez revenir à une précédente vidéo que je vais laisser son lien dans la boîte de description ci-dessous. Bien, notre théorème de Gauss est sous forme d'une équation qui comporte deux membres. Je vais commencer par développer le premier membre de cette équation, puis le second, puis faire l'égalité et enfin tirer l'expression du champ électrostatique. Le premier membre, c'est-à-dire le flux de EDS le long de cette surface fermée. Cette surface fermée, dans notre cas, comporte trois surfaces. Une première surface de base, une surface latérale et une deuxième surface de base. Donc, le flux de EDS le long de la surface gamma égale au double intégral E dsB1 sur toute la surface de base numéro 1. dsB1 n'est autre qu'un élément de surface de la surface de base numéro 1. Remarquez dans ce cas que ce vecteur élément de surface est perpendiculaire au champ E d'après ce qu'on a fait dans l'étude de symétrie. Donc le champ E doit être porté par U de R alors que le vecteur surface élémentaire est porté par UZ. Bien, plus double intégrale sur la surface latérale du cylindre E dsL avec SL ou bien la surface latérale du cylindre, c'est celle-là. Et dsL, c'est un vecteur élément de surface de la surface latérale. Remarquez dans ce cas que le champ électrostatique et le vecteur surface élémentaire sont dans ce cas collinéaires. Plus double intégrale sur toute la surface de base numéro 2, c'est-à-dire cette surface de E dsB2. dsB2 le vecteur, est un vecteur surface élémentaire de cette surface de base numéro 2. Et encore une autre fois, ce vecteur surface élémentaire est perpendiculaire au champ électrostatique. Développons cette somme terme par terme. Donc le premier terme s'écrit, donc je remplace le champ électrostatique par son expression qu'on a trouvée lors de l'étude de symétrie, c'est-à-dire E de R, UR, et le vecteur surface de base, comme le montre ici cette représentation, va être porté par UZ. UR scalaire UZ vaut 0 et ce premier terme, ou bien cette première intégrale, est nulle. De même pour le troisième terme ou bien pour cette troisième intégrale. Donc, ces deux vecteurs sont orthogonaux. L'un est porté par UR, c'est-à-dire E est porté par UR et le vecteur surface élémentaire est porté par moins UZ. Le UR scalaire UZ vaut 0 et l'intégrale est nulle. Donc, il nous reste uniquement cette deuxième intégrale. Donc, cette deuxième intégrale s'écrit. Alors, je remplace le champ électrostatique par son expression qu'on a trouvée lors de l'étude de symétrie, c'est-à-dire E de R, UR. J'écris dsL sous la forme, puisqu'il est porté par UR, dsL, UR. UR vaut 1. D'autre part, sur toute la surface latérale, la variable R reste constante. Donc, le champ électrostatique reste constant sur toute la surface latérale, puisque sur cette surface latérale, la variable R reste constante. Donc, E de R peut quitter l'intégrale. On trouve donc E de R double intégrale dsL sur toute la surface latérale, qui n'est autre que SL. Donc, c'est E de RSL et la surface latérale d'un cylindre n'est autre que la hauteur fois ce périmètre. Ainsi, on a terminé le premier membre de ce théorème de Gauss et il vaut E de R fois 2PRH. Je passe maintenant à déterminer le second membre ou bien la charge intérieure à la surface de Gauss. La charge intérieure QI à cette surface de Gauss, c'est-à-dire la charge portée par ce fil dans cette partie de l'espace entre 0 et H, ou bien entre Z et Z plus H. Puisqu'on a une distribution linéaire de charge, alors cette charge s'écrit intégrale de 0 à h lambda dz
Lambda étant une constante, intégrale de z à z plus h ou bien de 0 à h n'est autre que h. Donc la somme des charges intérieures à ce cylindre fermé égale lambda fois h. Faisons maintenant l'égalité premier membre, second membre. Le premier membre vaut E de R de P R H. Le second membre, c'est lambda H QU sur epsilon 0. Je simplifie par H, je trouve alors que E de R égale lambda sur epsilon 0 de pi R. Et comme d'après l'étude de symétrie, E est porté par U de R, alors le vecteur champ électrostatique s'écrit lambda sur 2 pi epsilon 0 R fois U de R. Et on retrouve bien le même résultat qu'on a trouvé dans la vidéo précédente. Je termine à ce niveau et à la prochaine. Merci.